Merci, nous sommes dans la deuxième partie donc, de cette émission où tantôt, M. Douti, nous sommes en train de parler donc, de ces mécanismes-là. Et je disais tantôt que vous êtes très bien placé, sans prétention aucune, pour nous permettre de comprendre davantage. Est-ce que c'est nos mécanismes que nous avons donc sur le terrain qu'on doit carrément revoir, où se trouve réellement le problème? Oui, le problème se trouve partout et nulle part. Moi, je voudrais peut-être revenir, avant de parler des mécanismes, revenir au niveau de notre éducation. Ok. Et j'ai vu... À la base, c'est ça? Oui, notre éducation même. J'ai vu le ministre et j'ai écouté ses propos à la rentrée. Il disait qu'il faut faire des formes pour le Code de la République. Il faut faire des fines réformes. Et il ajoute, je cite, « Nous mettons les mots sur les défis que connaît notre système. » Ça veut dire que l'autorité reconnaît qu'il y a des mots. Moi, je voudrais peut-être l'encourager à mettre les mots en gras sur les mots. En gras carrément? Oui, oui, sur les mots, si c'est possible de les souligner, les mots. Pour que ça soit très bien visible. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de défis. Certes, le vocable, l'inadéquation, emploi, formation, on a trop écouté ça. Mais qu'est-ce que nous faisons? Il va falloir que nous allons peut-être vers l'entrepreneuriat même à l'école. Ok. Oui, c'est vrai. Parce que quand c'est fini, le bois est sec, pour le plier, c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Quelqu'un qui a pris 13 ans, qui veut être bureaucrate, sinon bac plus 7, plus 8, il veut être bureaucrate. Quand tu lui dis de se convertir en entrepreneur, et c'est difficile. Vous voyez. Le deuxième problème, avant de venir au niveau des mécanismes, le deuxième problème, c'est qu'on n'aime pas travailler ensemble. Ok. En travaillant ensemble, ça nous permet de créer les chaînes de valeur et éviter les échecs. Pourquoi? Je m'explique. Si je sais fabriquer le jus de tomate, je ne sais pas fabriquer l'emballage. Je ne sais pas communiquer. J'ai besoin de quelqu'un pour me proposer l'emballage adapté. Même le nom. J'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir parler aux gens, pour qu'on puisse vendre. Quand on vend, nous tous nous gagnons un peu. Et ça nous permet de ne pas chuter. Si je vais faire tout moi seul, ça ne peut pas marcher. Maintenant, revenons au niveau des mécanismes. Comme le dit le grand frère, les mécanismes ont fait leur temps. Et comme le disait Sédou Badian, les choses évoluent et nous devons vivre avec notre temps. C'est ça. C'est bien ça. Donc, il va falloir, peut-être, nous aimons souvent l'application stricte de la loi. Or, quand la loi pose un principe, il y a toujours une exception. Il faut qu'on ait des exceptions pour pouvoir faire évoluer les choses. Bien sûr, si nous n'avons pas d'exception, ça ne peut pas marcher. Souvent même le financement est orienté vers des secteurs. Or, il y a de nouveaux secteurs qui sont là. Si le financement est orienté vers la transformation agricole, alors qu'aujourd'hui, on parle de la robotique. Un jeune qui veut développer, par exemple, les drones, qui va le financer? Est-ce que ce n'est pas un secteur important? Voyez-vous, un jeune qui veut développer un produit pour substituer aux pesticides ou aux herbicides. Mais quand je parle de ce problème, ça m'écoeure. D'ici 20 ans, est-ce que nous aurons encore les herbes? Il va falloir trouver un palliatif. Et qui va trouver ce palliatif? C'est les jeunes qui doivent pouvoir développer des produits adaptés. Parce que pour dire, refuser à quelqu'un de boire la boisson, il faut lui donner au moins la bouillie. Quelqu'un qui a utilisé les pesticides, il a utilisé les herbicides pour cultiver. Demain, vous venez lui dire que non, il ne faut pas utiliser. Ça ne peut pas marcher. Il faut lui trouver un autre produit qui est moins dangereux. Souvent, nous, on pense que c'est herbicide, ça tue les herbes. Ça nous tue nous-mêmes. Parce que le produit qu'on traite reste sous le sol et le jeune pousse, absorbe le produit. On récolte les céréales. Qui mange les céréales? C'est nous, c'est nos animaux. On abatte les animaux, on fait quoi? On mange. Mais ça nous tue à petit feu. Qui va corriger ça? C'est les jeunes.
capacité d'innovation, gisement de compétences. Donc, si nous ne voyons pas, on n'arrive pas à modeler notre système, avoir peut-être une gouvernance agile pour pouvoir s'adapter rapidement. Parce que les choses changent. Vous voyez, nous, peut-être on pensait que c'est quand tu regardes, tu es chez toi, tu penses que c'est ta maman qui prépare bien la sauce. Il faut goûter la sauce des autres femmes pour savoir que non, elles aussi font le mieux. Il nous faut s'adapter. Si vous regardez même ailleurs, vous voyez les jeunes manifestent. Que ce soit en France, en Espagne, en Angleterre, les jeunes manifestent. Donc il va falloir que nous arrivions à les canaliser par des décisions, ça dit utiles, rapides, qui sont vraiment, qui s'accommodent avec les besoins des jeunes. Super. Alors, Monsieur Sissi, quand nous parlons de la valorisation de cette jeunesse, est-ce quelque part depuis la base, il faut arriver à orienter les jeunes en fonction de ce que ces jeunes manifestent déjà à la base? Comment ça doit se faire? Parce que Monsieur Douty est en train de nous parler donc de l'éducation de façon générale et pas même de l'entrepreneuriat qui devrait être reversé au niveau même de l'éducation à la base. Mais comment déjà savoir si ce jeune a les capacités d'aller vers l'entrepreneuriat et l'autre peut-être, je ne sais pas, où tout le monde a cette capacité naturellement de pouvoir entreprendre? Ok, excusez-moi. Cette question, c'est une question pour un champion. J'aborde dans le même sens que M. Douty, à 100%. Parce qu'en fait, il faut regarder le problème de face et non de profil. Parce que de profil, il peut vous envoyer une gifle, quoi. Peut-être par laquelle vous n'allez peut-être pas vous relever. Donc, il faut regarder. Déjà, quand vous regardez le problème aussi commence pas à s'inquiéter parce qu'il sait qu'on est en train de le regarder. Vous ne pouvez pas occulter le problème. Aujourd'hui, ce n'est pas la question entrepreneuriale qui est un problème en fait. Ok. Mais je pense que la question que tu soulèves, elle est plus relative à l'orientation. Et aujourd'hui, les spécialistes en orientation n'en a plus assez. Je ne sais même plus s'ils existent. Entre-temps, je pensais qu'on donnait un autre vocable, etc. Mais ils ne sont pas là, alors que c'est eux, depuis la base, au cours élémentaire, en fait, à l'école primaire ou à la maternelle. Et même les enseignants de la maternelle devaient être de vrais spécialistes en orientation. Avec des petits jeux, etc., elles pouvaient être en même de pouvoir détecter en fait. Donc les enseignantes de la maternelle ou les enseignants de la maternelle devaient être outillés de telle manière pour qu'ils décèlent déjà. J'ai suivi un film il y a presque 17 ans maintenant. C'est un film où la majeure partie de toutes les personnes qui sont allées pour s'inscrire n'ont pas pu s'inscrire à l'université. Parce qu'on estimait qu'ils n'ont pas le potentiel. En fait, quand tu prends les notes, les gars, ils ne peuvent jamais s'inscrire nulle part. Et il y a un autre jeune à qui on leur demande d'aller s'inscrire, qui a refusé d'aller s'inscrire. Et a décidé de créer une université des innovations. Et le gars a créé l'université juste à côté d'une université prestigieuse. C'est-à-dire, vous imaginez, c'est devenu un combat très... C'est comme, vous imaginez quelqu'un qui vient créer une université à côté de l'université de Lomé. L'université de Lomé, tout le monde la connaît. Maintenant, une université bizarre, quoi. C'est-à-dire, dans une petite villa, là. Le gars dit qu'il n'y a pas le coup. Quand tu viens, là, on vous parle de qu'est-ce que tu voudrais faire. Cette affaire, elle est au tribunal. Et le juge qui devait juger, à la fin, le juge dit, je n'ai jamais voulu être juge. J'ai voulu être saxophoniste. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il a voulu faire plaisir à ses parents. Il est devenu magistrat. Il est monté en grade. Il est devenu peut-être procureur général. Mais au fond de lui, c'est pas ça il veut. Quand il voit les gens jouer, la preuve c'est que nous avons cet exemple. Quand vous prenez l'exemple de Manu Dibango. Manu Dibango a été envoyé en France pour aller faire la médecine. Médecine, musique, c'est ce qu'il dit aux gens, c'est le même M quoi. Il a changé. Ça commence par M quand même. Donc prenez ça comme ça. Mais ça fait rire, mais c'est sérieux. Vous imaginez ce gars médecin? J'imagine. Manu Dibango, attends, mais c'est une référence ce gars dans le monde de la musique. Vous l'imaginez médecin.
En tout cas, je ne dis pas qu'il ne peut pas réussir. Mais rien ne... Peut-être on ne pourra pas s'épanouir, en fait. Oui. Il va être un médecin, mais pas épanoui. Donc, quelque part, c'est à ça qu'on devrait arriver. Il faudrait, je vous promets que quand vous prenez notre gouvernement, sans prétention, posez-leur la question. Qu'est-ce que vous aurez bien voulu faire, à part ce que vous avez fait? Je vous promets, vous allez être surpris. Vous allez être surpris de voir un ministre qui dit qu'il a voulu être toujours footballeur. Ça vous permet de... Mais il n'est même pas ministre des Sports. Il voulait être footballeur. Mais peut-être il est ministre de l'agriculture, de l'éducation. Ça n'a rien à voir avec le sport. Quelqu'un a dit, moi, je voulais être, je ne sais pas, danseur. Je voulais, les gens vont penser que c'est drôle, mais il n'y a pas de saut métier en fait, en réalité. Je voulais être cordonnier. Les gens vont se dire, mais attends, toi cordonnier, donc c'est pour aller coudre les chaussures aux gens 50 fois. Non, la cordonnerie aujourd'hui a tellement évolué que, attention, c'est pas de la blague. Moi je connais des cordonniers qui n'ont rien à... Attends, ils sont à près de 500 000 francs par jour en termes de chiffre d'affaires. Donc quand vous faites le calcul l'année, c'est terrible. Par là, est-ce que, M. Duty, on peut tout de suite chuter sur cette question en disant, par exemple, que chaque jeune doit prendre conscience de son potentiel et essayer quand même de valoriser ce potentiel? Oui, je pense que... Sans attendre forcément et que quelqu'un vienne l'aider à pouvoir éclore ce potentiel. Oui, il faut dire que la valorisation du potentiel, il y a plusieurs acteurs, dont le jeune lui-même. Je pense que vous voulez qu'on s'appétisse sur le jeune. Si c'est ça la question, nous allons nous appuyer sur le jeune. Parce que tantôt, je vois qu'on est quand même, on a essayé de parler un peu des acteurs, notamment les dirigeants, les décideurs et tout, le système éducatif, l'orientation et tout ça. Maintenant, il est quand même important aussi qu'on touche le jeune lui-même qui est au centre de la validation de son potentiel. Très bien. Voyez-vous, un jeune que vous rencontrez dans le quartier, tout le monde dit, mais lui, non, il devait être un grand footballeur. Mais c'est à cause du tabac. À cause du tabac. Oui. Vous avez vu? Ça veut dire que c'est lui-même qui a tué ce potentiel. Il avait le potentiel. Certes, on devait l'aider, peut-être l'amener dans une école de foot, le confier à un coach, à une académie. C'est pas encore fait. Mais lui-même, au lieu de se valoriser, valoriser son potentiel, il a plutôt loupé carrément le jeu. Ça veut dire que les jeunes, partout où ils sont, ils doivent se valoriser eux-mêmes. Valoriser leur potentiel. Pourquoi? Il y a un grand frère qui me dit toujours, il dit, l'enfant du pauvre, sa vitrine, c'est l'excellence. Chaque fois que j'échange avec lui, c'est ce qu'il me dit. Mais si vous avez du potentiel, vous-même, vous n'arrivez pas à vous valoriser pour que quelqu'un vous détecte, comment on pourra vous aider à valoriser votre potentiel? Moi, j'estime que c'est important pour que nos jeunes, les gens de notre génération, parce que quand nous parlons des jeunes, c'est comme on est exclu. Nous faisons partie intégrante de cette jeunesse, que nous-mêmes, nous valorisons. Et puis, quand les grands frères disent, quand l'élève est prêt, le maître se présente. Donc, quand nous nous valorisons, nous trouverons forcément quelqu'un qui va nous appuyer, qui va nous donner un coup de main pour pouvoir valoriser notre potentiel. N'attendons pas que c'est les gens qui viennent nous chercher. Nous-mêmes, levons la main. Quand on lève la main, on verra quelqu'un qui va nous tendre sa main pour nous sortir de l'obscurité. Super. Merci. Alors, monsieur Sissi, comment est-ce que le jeune, naturellement, pourra quand même se valoriser son talent? C'est oser, c'est prendre des initiatives? Comment arriver à le faire? Ça, c'est encore un autre sujet de thèse, parce que moi, je dis... carrément. Je dis oui, carrément, parce que souvent, je suis parfaitement d'accord avec le docteur tout à l'heure qui parle du fait que le jeune ou l'individu devra valoriser son potentiel. Maintenant, moi, enfin, ce n'est pas je mets un bémol parce que quelque part, comme on le dit,
on ne peut pas te demander de faire ce qu'on ne t'a pas appris à faire. Quelque part, à un moment donné, il faudrait qu'on apprenne à nos jeunes. En fait, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, tu vois, comment on dit ça, même quand vous venez au FAEJ, pour demander, on vous demande de faire un pitch. Je ne suis pas sûr que dans le cursus du docteur, même dans mon cursus, si à un moment donné, il y a un cours qui parle de comment faire des présentations. Non, tu es obligé d'aller apprendre sur l'État. Donc peut-être parce qu'on a fait des associations, etc., on a appris à se dire, mais tout le monde, il y a des gens, je vais vous surprendre, quand vous voyez Einstein, quand vous voyez Rabelais, quand vous voyez des grandes personnes, ce sont des gens hyper timides. C'est-à-dire que si on lui dit de sortir de cette salle-là, il va faire 1 an, il ne sortira pas. Parce qu'il sent qu'il y a des gens qui sont juste à l'entrée. Donc, quelque part, à un moment donné, il faut pousser. Il faut pousser les gens et que la personne soit surprise, agréable. On dit, oh, donc je peux faire ça. Oui, tu peux faire. Donc, à un moment donné, si on attend longtemps, il faut qu'on change de stratégie. Parce que quelque part, c'est comme le docteur l'a dit tout à l'heure, tu peux savoir que tu as un potentiel, mais quelqu'un d'autre peut aussi te dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut te dire, parce que peut-être toi-même tu ne prends pas conscience. En fait, le vrai souci, c'est que quand tu fais quelque chose naturellement, tu ne sens pas que c'est un potentiel. En fait, c'est naturel. Oui, tu te dis que c'est bon, ça tu sais le faire. En fait. C'est-à-dire, tu fais ça naturellement. Donc tu ne trouves pas ça comme si quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose que tu devais aller apprendre. Et quand tu fais ça, on dira que tu es en train de faire quelque chose de vrai. Alors que ce que tu as, c'est ce que tu es en train d'exprimer naturellement. Et donc, moi j'ai vu, aujourd'hui, j'ai des collègues qui sont dans des institutions, tout ça, mais des fois quand je les regarde, je dis, mais man, tu es sûr que c'est ton chemin? C'est vrai que tu es bien payé là-bas. Mais en fait, quand vous discutez, c'est comme il y a quelque chose qui manque en fait. Malgré leur niveau. Il y a des gens qui sont des directeurs marketing de grosses structures de banque. Mais tu vois, tout le temps, ils cherchent des moyens où trouver des mécanismes, se confronter aux gens, discuter, etc. Alors que à la banque, tu n'as pas le temps de discuter avec les gens. Les gens sont là pour leur dossier de prêt ou de tel. Mais les gars ont des potentiels qui voulaient faire éclore, mais qui sont restés enfouis quelque part. Et c'est pour cette raison que je pense que quelqu'un a dit que les plus grands talents sont au cimetière. Donc, tant que Dieu nous donne encore la vie, je pense que c'est un mandat dévolu à nous tous ici rassemblés, que ce soit des gens qui nous suivent, etc., de pouvoir tendre la main et de voir dans quelle mesure on peut créer des potentiels pour aider les gens. J'étais dans un parcours avec une organisation, une ONG au Togo ici, qui fait déjà de la détection et de la sélection des jeunes. Donc, quand vous avez le bac déjà, on vous demande de remplir certains documents, on vous demande de venir... même quand vous dites que vous voulez faire l'anglais, on vous demande de justifier la raison pour laquelle vous voulez faire l'anglais. On vous écoute, quoi, 10 minutes. Vous voyez qu'on a vu beaucoup de jeunes qui, jusqu'à ce qu'on finisse l'échange, se sont rendus compte qu'en fait, non. En fait, ce pourquoi ils savaient faire l'inscription, c'est pas ça. Et donc, ils vont retourner réfléchir. Donc, c'est plus honnête parce qu'en fait, quand tu retournes comme ça, tu te rends compte que, attends, non, il y a quelque chose qui n'a pas bien marché, donc je reviens en fait. Donc, malheureusement, beaucoup n'ont pas cette opportunité-là. Et je pense, à mon humble avis, qu'on devra revenir encore à tout ce qui est conseil pédagogique, mais pas conseil pédagogique comme les conseils pédagogiques de 1960. Parce que les réalités de 1960 sont différentes. Aujourd'hui, ça doit être un conseil pédagogique qui peut utiliser l'intelligence artificielle. Qui a dit, vraiment, c'est pas qu'il soit informaticien, je précise. Donc, c'est pas être informaticien qui fera de toi mais c'est qu'à un moment donné, il faut aller à la recherche. Il faut voir dans tel pays, pour tel domaine, qu'est-ce que les gens font. Dans tel pays, pour tel domaine, qu'est-ce que les gens font. Aujourd'hui, on est en train de citer certains pays. Vous avez vu, je donne l'exemple du K-Lab au Rwanda. C'est le K-Lab qui a inspiré le Nunya Lab du Togo. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Le Nunya Lab qui est les incubateurs qu'on a mis en place dans les maisons des jeunes. C'est le K-Lab du Rwanda. Et donc aujourd'hui, quand vous prenez ce monsieur, il est passé à l'échelle, quoi. C'est-à-dire que le jeune qu'il prend, c'est minimum 500 millions. Nous ne sommes pas encore là-bas au Togo. Vous êtes en train de voir. Donc, je ne dis pas, on n'est pas obligé de se comparer. On tient compte de nos réalités. Mais il faudrait qu'on s'adapte. Il faudrait qu'on arrive à s'adapter. Et que les gens sachent, quand je viens dans tel,
on dit on veut t'incuber. Mais on ne peut incuber que quelqu'un qui a une sorte de quelque chose comme une petite grossesse en lui. C'est-à-dire que on te court pour que la grossesse pousse bien, pour que ça fasse quoi? Ça éclore. Donc, quelque part, il faudrait que nous puissions commencer par réfléchir. Mais quand le docteur parlait tout à l'heure de faire une sorte d'état des lieux de nos structures, de nos organisations, c'est aussi ça. Quelque part, vous avez vu, ça fait un temps déjà que l'incubateur on a vu les incubateurs à Dapaon, à Kara, etc. Il faut faire l'état des lieux. Combien de jeunes on a pu pousser? Et maintenant, quand on les a poussés, ils sont où actuellement? Qui, eux, ils poussent actuellement? Quelque part, je pense que c'est le message qu'il faudra passer. Une fois qu'on t'a tendu la main, tu devras tendre la main à l'autre. Et je pense que si on le fait petit à petit, aujourd'hui, je suis très heureux que nous puissions parler de cela à cœur ouvert. Ce n'est pas une attaque, mais c'est parce que nous aimons notre pays. Je suis sûr que le docteur et moi, si nous disons certaines choses, c'est parce qu'au fond de nous, nous avons la certitude que les choses peuvent aller encore de l'avant, au-delà même de ce que nous observons et ce à quoi nous assistons. Et qu'il faut juste qu'on se mette ensemble et que nous apportions le grain de sel dans la sauce. Pas trop de sel, pas trop de sucre, pas trop de cubes, mais que ce soit quelque chose de très joli à consommer. Super, quelque chose de très joli à consommer. Oui, je voudrais peut-être ajouter 2 mots sur les propos du grand frère et mon co-débatteur. Je voudrais premièrement féliciter le gouvernement pour la mise en place du programme PEFA pour les femmes et le programme PPE, programme présidentiel d'excellence. Oui, ça permet aux jeunes d'acquérir des compétences. Il y a même un autre programme, je pense, la semaine passée, je voyais passer ça, qu'on appelle Youth for Youth, également, qui permet aux jeunes d'acquérir des compétences. Et on écoute également les jeunes pour voir quels sont disons, pour les permettre de clore leur potentiel. Donc je voudrais remercier les initiateurs de ces programmes. Pour avoir dit ça, je voudrais aussi ajouter sur les propos du co-débatteur que c'est vérité grand V par rapport au métier que nous exerçons et ce que la passion. J'ai rencontré une dame dans une multinationale. Elle est directrice, mais elle me dit que non. À un moment donné, je l'appelle, ça ne passe pas, elle est en congé. Elle a éteint son téléphone, elle a laissé former en esthétique. Quand elle est revenue, elle m'a répondu, même message, elle m'a répondu, non, tu sais, j'étais en congé, dis moi, il n'y a pas de problème, si tu es au bureau, je vais passer te voir. Oh non, j'ai dit, mon frère, tu sais, le travail que moi je fais, ça ne me plaît pas. Sincèrement, je veux quand même me faire des relations, je vais retourner dans mon salon d'esthétique. C'est ça qui me plaît. Ça veut dire que quand tu fais le travail qui te passionne, d'abord tu donnes le meilleur de toi, 2, tu ne te fatigues pas, 3, tu ne te décourages pas. Je suis d'accord 100% avec le grand frère qu'il faut qu'on essaie d'orienter les jeunes vers leur passion. Comme ça, ils peuvent développer, valoriser mieux leur potentiel. Super. Merci. Pour que ces jeunes puissent mieux valoriser leur potentiel, malheureusement le temps est après nous. On va toucher donc le tout dernier aspect en 2 minutes et puis on clore l'émission du jour. En réalité, M. Cécile, l'autre paramètre non négligeable à évoquer aussi sur le plateau, c'est que quand on parle donc de la valorisation de ces potentiels, on parle également des opportunités à saisir. Et aujourd'hui, en fonction de notre écosystème, on est censé faire en fonction des opportunités. Et souvent, certains jeunes vous diront simplement que, bon, moi, je ne sais pas, j'ai fait, je sais pas, l'ingénierie, je suis ingénieur dans un domaine tel et que je ne peux pas me retrouver dans ce domaine. Mais on porte à croire aujourd'hui que dans tous les domaines, on peut se retrouver. C'est-à-dire qu'on peut bien être, je ne sais pas, avoir son bac en électronique et se retrouver dans le domaine peut-être agricole. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment nous aider à mieux saisir cet aspect de la chose. Parce que tout de suite, ça choque. Comment quelqu'un qui a peut-être un bac en électronique, un bac, je ne sais pas, en gestion, qui va se retrouver dans le domaine agricole. Tout de suite, les jeunes, ça leur dit pas grand-chose, ça les choque. Mais comment est-ce que c'est possible? Rapidement, quelques mots. D'accord. Quand nous parlons d'opportunités, je pense que moi je vais prendre comme les 2 ailes, comme mes 2 bras.
Une, c'est... Il y a une maxime qui dit qu'il faut être une branche tordue pour couper une branche droite. C'est ça, Jean. En fait, si tu es une branche raide, droite, tu ne peux pas couper une autre branche. Mais c'est parce que tu es sur une branche qui arrive à se courber que tu peux prendre une posture pour faire quoi? Pour couper une autre branche qui est plus droite. En termes d'opportunité, quelque part, c'est parce que on ne nous a pas appris aussi ça. On nous a appris à courir dans notre couloir comme les athlètes. Tu sais qu'un athlète, quand on met 5 athlètes, tout le monde court. Quand tu vas dans le couloir de l'eau, on dit que tu as triché et tu es disqualifié. Donc, on nous a mis dans ce carcan, tu marches comme ça à la tête. Non, c'est pas ça. Quelque part, il faut que le système éducatif aussi change. Et le système ne peut changer que lorsque on demande aux gens d'être smart. Mais le smart n'est pas un mot francophone, c'est un mot anglophone. Donc, je reviens sur une autre opportunité qui est la plus grande porte d'opportunité aujourd'hui, c'est la langue. Et je vous promets, d'ailleurs, le Togo est entré dans le Commonwealth. Je pense que c'est dans l'histoire déjà, ça fait quelques temps déjà. Donc, vous allez voir que les plus grandes opportunités et même les meilleurs livres sont écrits en anglais. Je parle sous le couvert du docteur qui fait des recherches. Et les meilleurs livres sont écrits en anglais. Je ne dis pas que les livres en français ne sont pas bien écrits. Mais je dis juste, les meilleurs livres sont écrits. Regardez les notices de nos appareils. Regardez La plupart, c'est en anglais. Tout est en anglais. Donc, quelque part, la clé se trouve là-bas. Aujourd'hui, j'ai vu un mécanicien qui s'est retrouvé aux États-Unis parce qu'il se débrouillait un peu, il parlait le pidgin English, etc. Les Américains sont venus à l'église pour quelque chose. C'est lui qui était venu et était leur interprète. Mais les gens avaient le bac, le master. Lui, il ne parle pas bonjour. Ils disent, le mécanicien venait, il parlait son pidgin English. Ça faisait rire les Américains. Mais tout le monde riait, dit non, on se baisse. Et dit, tu vois. Et ils étaient contents de voir qu'un mécanicien s'efforçait à faire cela. Et à la fin, 2 ans plus tard, les gars lui ont dit, mais tiens, je pense on a besoin de toi. Non, tu peux venir pour faire d'autres formations, pour faire pour avancer. Aujourd'hui, je termine en disant que, comme tu l'as dit, quelque part, c'est parce qu'on n'est pas assez informé et qu'on ne va pas plus loin que notre nez, qu'on a l'impression que certains métiers sont vils. Sinon, celui qui a pensé cette maxime en disant qu'il n'y a pas de sot métier, la personne a appris, c'est une thèse, c'est une multitude, c'est une seule phrase, mais ça peut faire l'objet d'un document de 1000 pages et on va dire que c'est tome 1, il reste encore 25 tomes, quoi. Donc il reste encore 25 000 pages à écrire. C'est-à-dire, c'est donner de la valeur à ce qu'on fait, mais comment on le fait à travers la langue. Je rebondis sur là. J'ai eu à assister à un programme de pitch et de coaching de la fondation chez Emmanuel Adebayor, où des jeunes dans le domaine agricole viennent pitcher et on les aide à avoir le matériel, etc. Mais attends, ce n'est pas aussi aisé que ça. Mais on voit des jeunes qui sont convaincus de ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils font des jardins, de la culture maraîchère, ils font, etc. Ils sont convaincus de ce qu'ils font. Et on les soutient, on les pousse. Aujourd'hui, il y a certains qui sont devenus déjà des champions et qui font des choses assez formidables. Donc, quelque part, c'est à nous-mêmes de prendre le taureau par les cornes, de croire en notre potentiel et de pouvoir avancer. Super. Dernier mot, rapidement, pour finir cette émission. Oui. Avant d'aller sur le dernier mot, permettez-moi de dire quelque chose. Je voudrais aussi abonder dans le même sens que le grand frère, mais en disant que il faut qu'on apprenne les soft skills. Le savoir-être, le savoir-vivre. Quand nous avons ces notions, il y a des opportunités qu'on peut saisir. Ça nous permet de nous adapter vite. Ainsi, un mécanicien ne trouvera pas d'inconvénient pour devenir agriculteur. Un juriste ne trouvera pas d'inconvénient pour devenir informaticien. Ça dépend de notre capacité d'adaptabilité. Sur ce plateau, nous ne pouvons pas affirmer que tel domaine est porteur par rapport à l'autre. Parce que nous n'avons pas d'études exactes. Mais si nous voyons notre constat, nous savons qu'il y a quand même l'agriculture qui est devant nous. Aujourd'hui, l'informatique, le digital, le big data, ce sont des secteurs porteurs que les jeunes peuvent. Parce qu'il y a des opportunités. Comme nous le disons, il faut chercher. Il faut chercher. Aujourd'hui, on peut même se former en ligne. On peut se former en ligne. Donc, je pense que nous, les jeunes, nous avons du pain sur la planche et sous la planche également. Merci.
Vous avez tout compris, hein, nous avons du pain sur la planche, également sur la planche. Ça fait beaucoup pour nous, hein, très chers jeunes. On a tout compris dans cette émission. Si l'émission vous a fait du bien, merci quand même à nos co-débatteurs du jour. J'ai nommé donc sur le plateau monsieur Cécile qui est expert sur des questions de jeunesse, également donc le grand docteur de son état, monsieur Douty, qui nous a donc fait plaisir de partager de ton temps et de son expérience avec nous. Certainement, on y reviendra dans d'autres émissions pour continuer donc par vous inspirer. Merci donc à toute l'équipe de la réalisation qui nous ont donc accompagnés à produire cette belle émission. On se retrouve certainement la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. Appelez-moi Coco. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.